la plupart des athlètes, et j'en sais bien quelque chose, sont quand même assez hyperactifs. On aime bien être dehors, on est plein d'énergie, on déborde d'énergie et on a envie de se dépenser. Ils sont pas dans cette logique-là de réfléchir sur le long terme. Nous, on a cette possibilité-là, donc c'est une chance, mais c'est aussi une faiblesse par moment. Parce que je pense que le repos, c'est intéressant pour se reposer physiquement, mais aussi mentalement. On n'est pas des machines, on ne peut pas passer comme ça d'un objectif à un autre sans finalement sas de décompression. On en arrive toujours aux mêmes conclusions, c'est à faire les choses mieux qu'avant, justement, et tous ces temps de crise sont là. D'ailleurs, le mot crise vient de là, hein, vient d'une période d'impasse qui nous force au choix. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de ceux qui souhaitent optimiser leur entraînement et leur préparation mentale pour faire moins d'erreurs et être plus performants. Un lundi sur deux, venez discuter entraînement et psychologie du coureur avec Guillaume et Fred, deux passionnés qui vivent la course à pied au quotidien. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un coureur pour une émission spéciale qui fait suite aux mesures de confinement pour lutter contre la propagation du coronavirus Covid-19. Toute l'équipe de Dans la tête d'un coureur se met en ordre de bataille pour vous proposer des contenus tout au long de cette période et pas seulement des contenus en lien avec le coronavirus. En tout cas, vous avez été nombreux à nous solliciter sur les réseaux sociaux pour nous poser des questions pour savoir par exemple comment rester motivé en cette période compliquée ou bien encore comment gérer psychologiquement l'arrêt brutal d'une préparation pour une compétition ou tout simplement un confinement. Quelle activité physique peut-on encore pratiquer ou a-t-on encore le droit de s'entraîner dehors? Eh bien, pour nous aider à y voir plus clair, j'ai le plaisir d'accueillir dans l'émission Laurent Vicente, psychologue et psychanalyste du sport. C'est important d'avoir des psychologues, je pense, dans ces moments-là. Vincent, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Comment vas-tu ? Je vais très bien. Je suis comme tout le monde un peu sur le coup des derniers émoluments de ces derniers jours sur le problème de pouvoir ou non pratiquer le sport et le problème de pouvoir ou non être en sécurité et ne pas contaminer qui que ce soit tout en pratiquant ma passion. Donc ça va être très intéressant aujourd'hui d'échanger avec toi sur tout cela. Alors, aucun doute que l'émission va être hyper intéressante aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume, malheureusement, Fred ne sera pas présent pour l'épisode d'aujourd'hui, tout simplement parce qu'il est en Éthiopie. Et oui, il avait prévu un stage d'entraînement avec ses athlètes pour notamment le marathon de Paris, les championnats de France de cross. Évidemment, ces événements n'auront pas lieu. Mais bon, voilà, au moins, ils sont en altitude, ils peuvent s'entraîner correctement. Tout va bien, j'ai eu des nouvelles il y a encore quelques heures. Tout se passe à merveille et on retrouvera bientôt Fred dans une prochaine émission. Donc, pas d'inquiétude sur ça. Laurent, avant de rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, j'aimerais te poser une question en introduction, plus particulièrement sur ta profession. En quoi ça consiste le métier de psychologue et psychanalyste du sport? Comment est-ce que toi, tu aides les athlètes à se sentir mieux et surtout à être plus performants? Alors en fait, la psychologie et la psychanalyse, ce sont deux champs de la psychologie. En psychologie, on va aider les athlètes sur le plan du mental et du psychologique. C'est-à-dire le mental, c'est en général pense à ne pas penser, tu rentres dans des routines et tu développes une façon de fonctionner qui te permet d'être vraiment opérationnel en toutes circonstances, voire même compétitif en toute pression. Et le psychologique, justement, ça te permet d'analyser un peu plus tes pensées, tes comportements au quotidien. Et après, tout ce qui est la partie psychanalyse, notamment psychanalyse du sport, on rentre dans un champ un peu plus en profondeur, la capacité de s'analyser dans ses désirs, sa passion, les contraintes que l'on arrive à s'imposer par passion, les conflits que l'on rencontre au quotidien, d'être décalé par passion avec la normalité, en deux mots. Souvent, on a l'impression que l'environnement est plus zombie, on a plus de contact avec eux parce qu'on sort de la norme. Pour faire quelque chose d'énorme, il faut sortir des normes. Donc tu vois tous ces conflits internes que l'on peut rencontrer quand on devient athlète de haut niveau parce qu'on commence à se dissocier du monde normal et également on commence à titiller tellement ses limites qu'on commence à se faire peur soi-même. Donc on analyse ses peurs et on commence à travailler en profondeur et en général toutes les peurs, on n'enlève pas le danger. Les peurs d'ailleurs
n'enlèvent pas la mort, elles enlèvent plutôt la vie. D'ailleurs, elles n'empêchent pas de mourir, mais elles empêchent de vivre. Et justement, au fur et à mesure, on arrive à décortiquer tout cela, à aménager de mieux en mieux une façon de vivre avec le dépassement de ses peurs et de ses fragilités, de ses faiblesses, et avec le déploiement de ses limites, qui sont justement la capacité de s'ouvrir à des nouveaux potentiels, et donc là, se découvrir à soi-même. Et ça fait peur aussi, donc il faut l'accepter aussi, et c'est tout un travail plus en profondeur que la psychologie du sport, parce que on ne consomme plus de l'oxygène mais de l'énergie quand on passe de la psychologie à la psychanalyse du sport. Voilà. D'accord, donc tu es vraiment l'homme de la situation pour l'émission d'aujourd'hui, puisqu'en ce moment, le moral, la volonté, la motivation des coureurs et des coureuses sont quand même mis à rude épreuve. Déjà parce qu'on a dû faire face à l'annulation de toutes les compétitions sportives en France, et ça a été mon cas, puisque je m'entraînais pour le marathon de Paris et j'ai été stoppé net dans ma prépa quasiment au pic de ma forme, donc ça c'est assez frustrant. On a cherché aussi pas mal d'alternatives au début. Moi par exemple, j'ai essayé de m'inscrire à des petites courses, des moyennes courses. Donc, j'ai dépensé d'ailleurs beaucoup d'argent dans les dossards. J'espère que je vais réussir à me faire rembourser parce que sinon, ça va représenter un budget quand même à la fin de l'année. Et voilà, au début, on espérait, on voulait croire que quelques courses allaient encore avoir lieu. Et puis après, on s'est quand même vite rendu compte que c'était foutu. Et maintenant qu'on est en confinement, on se demande est-ce qu'on a encore le droit d'aller dehors pour s'entraîner. Donc, on va sur Internet pour essayer de comprendre l'interprétation des directives. Et c'est pas toujours simple. Et on se demande aussi, est-ce que finalement, après le confinement, on va réussir à revenir au niveau qu'on avait avant. Donc du coup, faire face à ces annulations de courses, ça nous fait passer par beaucoup d'étapes émotionnelles. Donc, est-ce que tu peux nous aider à y voir plus clair sur tout ça ? Oui, on va passer par le choc, la surprise. On peut pas forcément appeler ça choc, mais on va appeler ça la surprise ou la frustration du moment. Après, on va passer par la deuxième phase qui est le déni. On va espérer que ça va passer. On va espérer que nous, si on continue comme si de rien n'était, ça va passer aussi. Et après, on passe à la phase de colère, puis à la phase de négociation. Donc du choc au déni, qui sont les deux premières phases, on a un taux de morale et de productivité qui peuvent augmenter un peu parce qu'on essaye de se battre, on essaye de lutter contre les événements, les éléments. Et à partir de la phase de colère et de négociation, on comprend qu'on commence à toucher un mur, à quelque chose qui va être infranchissable, indomptable. Et donc là, notre énergie, notre morale, notre productivité vont commencer à baisser jusqu'à une phase de déprime, voire dépression quand les chocs sont grands, mais dans le cas d'une annulation de course, on peut pas parler de choc ou de dépression en contre-choc, voilà. Et donc cette phase de déprime va nous faire toucher un certain fond, à partir duquel on peut commencer à rebondir, tout simplement parce qu'on va rentrer dans une phase d'acceptation en lien à une prise en compte plus de l'ordre de la réflexion et de la remise en question des réels enjeux, quoi. Et c'est vrai qu'à partir de cette phase d'acceptation post-déprime, là on commence à remonter en énergie, remonter en productivité, remonter en morale, pour de proche en proche expérimenter, se décider et agir de façon très concrète vers des nouveaux objectifs, quoi. Donc je dirais simplement, ça nous permet de se remettre en question, passer donc de l'urgent à l'important, de l'important au nécessaire et du nécessaire à l'essentiel. Or l'essentiel pour nous coureurs, si on doit rester à la course à pied, pour nous coureurs finalement c'est de courir. On n'a pas forcément besoin de dossard pour courir. Et maintenant la question qui se pose, c'est a-t-on le droit ou non de courir avec les consignes, précautions qui nous sont données et qui ne sont pas encore de l'ordre du confinement mais presque. Voilà, là c'est encore un autre point sur lequel on va devoir encore un peu réfléchir pour aller au bout de notre acceptation et au bout de notre rebondissement vers l'intégration de nouvelles actions à mener, quoi. Justement, on a reçu beaucoup de messages des coureurs qui nous demandaient est-ce qu'on a le droit d'aller s'entraîner, d'aller dehors pour courir ou pour faire du sport, en fait, tout simplement. On a eu une première déclaration de notre président Emmanuel Macron, assez vague, on va dire, qu'on pourrait qualifier en tout cas d'assez vague. Suite à ça, une déclaration du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur qui ont été quand même plus fermes sur les directives. Je vais vous lire
L'attestation de déplacement dérogatoire, qu'est-ce qui est écrit? Alors, ouvrez les guillemets. Déplacement bref à proximité du domicile lié à l'activité physique individuelle. Là, en fait, la problématique, c'est que ça laisse place à l'interprétation des mots. Qu'est-ce qui est bref? Est-ce que c'est 5 minutes, 10 minutes, 1 heure? Qu'est-ce qui est à proximité du domicile? Est-ce que c'est 500 mètres, 1 km, 5 km? Tout ça, ça laisse place à l'interprétation. Et donc, pour nous, le plus simple, c'était de contacter un commissariat et de demander au commissaire, tout simplement, comment est-ce que les forces de l'ordre vont appliquer cette directive-là s'ils sont confrontés à des coureurs. Ils m'ont pas répondu tout de suite, puisque c'était un débat, visiblement, qu'ils avaient aussi en interne. Et ils voulaient être clairs par rapport à ça. Du coup, ils sont revenus vers moi un peu plus tard dans l'après-midi et ils m'ont expliqué qu'en fait, sur tout ce qui était déplacement bref lié à l'activité physique, on était tout simplement dans une activité modérée. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de voir des coureurs qui transpirent parce qu'ils ont fait des sorties longues ou de l'activité intense. Et là, ça pourrait poser un problème puisque plus on transpire, plus on peut projeter des gouttelettes. Ensuite, sur à proximité du domicile. Là, l'idée, c'est en fait tout simplement si on vous arrête en voiture et que vous expliquez que vous allez courir au bord d'un lac ou vers une zone de forêt, si vous êtes arrêté en voiture, tout simplement, ce ne sera pas un prétexte. Donc là, vous allez être amendé puisque vous devez être à côté de chez vous. Et donc, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que c'est pas plus précis? Pourquoi on ne dit pas, vous avez le droit à 30 minutes jusqu'à 2 km de votre domicile? Parce que certains coureurs demandent justement cet affinage. Là, en fait, c'est un choix volontaire. C'est parce que ça laisse place à l'interprétation et au discernement des forces de l'ordre qui vont pouvoir s'adapter au cas par cas. Tout simplement parce que si vous êtes dans une grande ville et que vous allez courir à proximité des gens, par exemple, il y a des files d'attente qui sont dans les grandes villes pour les magasins alimentaires et que là, si vous n'avez pas la possibilité de laisser 1 mètre, vous pouvez projeter des gouttelettes. Donc là, potentiellement, ça peut être un risque. Si par exemple, vous êtes aussi à Lyon, que vous allez dans les parcs de la Tête d'Or et qu'il y a un gros rassemblement de coureurs, là aussi, ça peut présenter un risque. Et donc là, on va pouvoir aussi amender les personnes parce que voilà, on peut juger qu'il y a trop de proximité. Mais si vous vous trouvez en forêt, loin des grandes villes, là, du coup, forcément, on va pouvoir s'adapter. Après, le risque, c'est que c'est de l'interprétation à chaque force de l'ordre. Donc, si un policier ou un gendarme estime que vous ne respectez pas les règles, quoi qu'il arrive, ça sera même pas la peine d'essayer de contester. Croyez-moi, de toute façon, ils ont autre chose à faire. Ils vont pas se fatiguer à discuter avec vous. Donc, n'essayez pas. En tout cas, ce qu'ils m'ont dit, c'est que quoi qu'il arrive, vous devez avoir sur vous l'attestation. C'est indispensable. C'est des bons éléments. Après ces précisions que tu viens de donner sur la règle et comment elle va être appliquée, notamment à l'appréciation d'un agent de police par exemple. Il y a toujours cette logique, on va dire sur un plan plus philosophique quoi. C'est entre la règle, dans la règle il y a toujours la lettre et l'esprit. Donc il y a toujours une partie, l'homme est divisé. Toujours, c'est pour ça que dans les élections on est toujours à 50-50. Quoi qu'on fasse voter, on est toujours à 50-50, sauf quand il y a vraiment des orientations unanimes et ainsi de suite. Mais ce sont des exceptions qui confirment la règle de ce 50-50. Et donc cette division en l'homme fait que même sur le plan sociétal, il y a une division 50-50. Et quoi qu'on fasse, il y aura toujours des sensibilités à 50% qui vont être plutôt centrées sur la lettre, c'est-à-dire appliquer à la lettre les consignes, les règles, les lois, et 50% de notre population qui aura cette haute sensibilité qui est d'être plutôt orientée sur l'esprit. C'est-à-dire que quelle que soit la règle, quelle que soit la lettre, dans tous les cas, elle n'est applicable que de façon juste si on s'adapte au cas par cas selon les situations, selon les individualités. Et donc ça demande à la lettre d'ajouter l'esprit. Et donc oui, si on est dans une application stricto sensu à la lettre d'une consigne de confinement, ça veut dire pour tout le monde pareil. Donc tout le monde s'arrête de courir, tout le monde s'arrête de sortir, tout le monde reste chez soi. Mais quand on regarde les choses avec l'esprit, on se rend compte que pour un Parisien qui n'a
pas d'autre choix que de traverser énormément de monde avant d'aller courir de façon seule et isolée. C'est pas pareil pour quelqu'un qui se retrouve en pleine nature. C'est normal qu'on n'applique pas la même chose aux citadins par rapport aux campagnards. Donc la dimension de l'application avec esprit est complètement légitimée dans ce cas-là. Exactement, je pense que c'est une bonne chose de fonctionner comme ça. Ensuite, il faut avoir conscience qu'il y a un autre élément qui risque de rentrer en compte, c'est que là on peut estimer qu'on n'est pas encore au pic de l'épidémie et que dès que les hôpitaux vont être surchargés et que la tension va monter, on peut présumer en tout cas que les normes de restriction vont aussi s'alourdir. Et ça, il y a un autre élément aussi qu'on nous a remonté, que les auditeurs nous ont remonté, c'est que ceux qui décident d'aller courir, finalement ils sont confrontés aussi au regard des autres. Et voilà, ils ont l'impression d'être jugés comme inconscients d'aller courir en cette période-là. Et ça, c'est complètement ridicule, puisqu'il y a une note qui est sortie encore récemment, publiée par l'OMS, qui dit que la pratique d'activité physique, justement, aide à aider les défenses immunitaires. Donc, ce serait contre-productif d'interdire aux gens de s'entraîner. Ça, c'est rationnel. Après, malheureusement, dans un état de panique, les gens ont tendance à être irrationnels, mais ce serait pas de sens, en fait, d'interdire aux gens d'arrêter de faire du sport s'ils ont la possibilité de faire ça de manière isolée. Tu confirmes ça d'ailleurs, Laurent ? Alors, selon l'OMS, le confinement peut sauver des vies, mais l'activité physique individuelle stimule votre immunité, donc votre défense contre le coronavirus. Donc, l'OMS nous précise bien qu'il faut ralentir la propagation du virus en supprimant les rassemblements et les contacts, mais l'activité physique individuelle permet de renforcer les défenses immunitaires. Il faut donc respecter les recommandations de préconisation et de prévention habituelles, mais également réaliser au moins 30 minutes par jour d'activité physique avec une certaine pénibilité. Pour tous ceux qui ont l'habitude de faire du sport ou de l'activité physique, il faut adapter ces pratiques sans les suspendre, mais en respectant les gestes barrières et la réglementation en vigueur. Voilà pour ce que l'OMS nous précise, même en période de pandémie. Donc c'est pour ça que, en ce qui concerne le regard extérieur par rapport à ceux qui seraient enclins d'aller prendre la responsabilité de courir seul et en milieu isolé, c'est un choix en toute responsabilité, qu'ils l'assument à partir du moment où ils ne font pas quelconque erreur de contamination des autres, quoi. Et l'OMS nous le conseille fortement. En tout cas, tout ça, c'est aussi peut-être une source de stress pour certains athlètes qui se demandent s'ils vont encore pouvoir courir ou non. Moi, en tout cas, à titre personnel, j'ai fait le choix de suspendre mes entraînements pendant une quinzaine de jours. En fait, tout simplement, je sors d'une prépa marathon qui n'a pas pu aboutir et j'ai besoin d'une période de repos, même si c'est très personnel, parce que je pense que le repos, c'est intéressant pour se reposer physiquement, mais aussi mentalement. On n'est pas des machines, on ne peut pas passer comme ça d'un objectif à un autre sans finalement sas de décompression. Et ça me permet aussi de pas avoir cette question à me poser en ce moment, parce que je suis quand même plus préoccupé par la santé de mes proches, par comment est-ce que je vais m'organiser par rapport à mon travail, par rapport à tout ça. Et donc, je me libère un peu l'esprit de tout ça. Toi, Laurent, est-ce que tu penses que le repos, finalement, peut être aussi une solution libératrice et peut-être bénéfique si on veut revenir encore plus fort ? Oui, je suis d'accord avec toi. Le repos est toujours salvifique, quoi. Ça permet vraiment de se sauver de bon nombre de situations. Ce qui est sûr, c'est que dans les remises en question, on en revient toujours au même. On en arrive toujours à une introspection potentielle, pour ceux qui ont cette capacité à aller un peu plus en réflexion personnelle jusqu'à l'introspection. C'est pas tout le monde qui a cette sensibilité-là. Il y en a qui sont dans la réflexion plus technico-tactique et scientifique et cartésienne, et d'autres qui sont plus dans cette capacité de se poser des questions en profondeur. Mais dans tous les cas, quelle que soit la façon de se poser des questions, on en arrive toujours aux mêmes conclusions, c'est à faire les choses mieux qu'avant, justement, et tous ces temps de crise sont là. D'ailleurs, le mot crise vient de là, vient d'une période d'impasse qui nous force au choix, un choix par une régénérescence ou une purification. Ça, c'est vraiment le mot à la base crisis, à la base latino-grecque, quoi. Et du coup, à chaque fois, ces périodes d'impasse qui nous forcent au choix, il y a cette purification, régénérescence pour arriver à quelque chose d'autre. Finalement, dans le monde du sport,
ou dans le monde de la santé en général, on en arrive aux mêmes conclusions, c'est mieux manger, mieux bouger, mieux penser et mieux dormir. Donc le repos vient dans cette quatrième phase du mieux dormir, et donc c'est vrai que là en te disant quitte à ne pas savoir quoi faire, je ne fais rien, pourquoi pas, en ne faisant rien tu te reposes, pourquoi pas, en te reposant finalement tu régénères ton corps et hop tu peux repartir sur de nouvelles bases avec un peu plus d'énergie, un peu plus de fraîcheur, quoi. En même temps, je tiens à souligner que il me semble que ça a pu t'arriver aussi, mais ça arrive à beaucoup d'athlètes. Toi, tu m'avais fait comprendre notamment, mais d'autres ont ce problème-là, c'est que quand on commence à se reposer, il y a d'autres phénomènes et d'autres curseurs qui viennent s'ajouter. C'est qu'on commence à avoir des voyants de l'ordre de la bobologie. On n'est pas encore dans la blessure, mais dans la bobologie, c'est-à-dire qu'on se rend compte que notre corps se relâchant, tout comme notre esprit se relâchant, des petits bobos se manifestent, et on a tendance à réaliser à ce moment-là qu'on avait soit besoin de repos, ou en tout cas qu'on n'était pas loin d'une charge mécanique et d'un stress mécanique sur le corps qui pouvait aboutir à une blessure. Donc c'est là aussi que le temps de la déprime fait son chemin et permet à l'acceptation et à la réénergisation qui va permettre suite à l'acceptation de reprendre les choses dans le bon ordre, quoi. En effet, pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, j'expliquais avant l'émission à Laurent que finalement, ce qui a aussi motivé mon choix de me mettre au repos, c'est que j'avais continué à courir après l'annulation du marathon, mais finalement, je commençais à ressentir un peu des douleurs de partout, aux genoux, aux cuisses, au niveau des fesses, au niveau du haut du corps aussi. Donc, tout ça, ça m'a fait dire, c'est des signes que t'envoie ton corps, et donc, repose-toi, fais un break, t'en as besoin. Mais ce qui est compliqué à gérer avec ce break, Laurent, c'est que finalement, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Moi, je me suis dit, je m'arrête pendant 15 jours, mais je ne sais pas dans 15 jours comment sera la situation. Et ça, c'est une période d'incertitude. Et l'incertitude, c'est extrêmement compliqué à gérer pour les humains. Donc, comment on peut y faire face ? Alors justement, cette période d'incertitude dans laquelle on est, parce que pour le moment on n'y voit pas clair, ne serait-ce que parce qu'on sait toujours pas si on aura le droit de faire du sport ou non, tant qu'on est dans cette période d'incertitude là, on peut pas rentrer complètement dans la phase d'acceptation, parce qu'on est encore entre déprime, négociation, colère. Tu vois, on a peut-être passé le choc, on a peut-être passé le déni, mais on est encore dans un petit cercle vicieux de ne pas avoir tous les éléments nous permettant de réfléchir à plat pour relancer une dynamique vertueuse selon les règles qui vont nous être imposées. Voilà. Donc l'incertitude, en effet, personne ne peut vivre dans l'incertitude, c'est inhumain. En fait, les animaux, eux, n'ont pas d'incertitude, mais ils n'ont pas de certitude non plus. Ils sont pas dans cette logique-là de réfléchir sur le long terme. Nous, on a cette possibilité-là, donc c'est une chance, mais c'est aussi une faiblesse par moment. Donc cette faiblesse, il faut la transformer comme toutes les faiblesses en force, à savoir être capable de supporter l'incertitude en attendant d'être dans l'acceptation toute grâce à la mise en forme, la formulation de toutes les règles de base sur lesquelles il va falloir reconditionner les prochaines semaines qui nous attendent en tant que coureurs et en tant que citoyens, quoi. Donc voilà, si vous avez envie de vous reposer, il ne faut absolument pas culpabiliser par rapport à ça. C'est normal, vous avez beaucoup d'autres impératifs à gérer. Et puis, peut-être que vous allez reporter votre échéance à la rentrée. Donc, ça va aussi impliquer potentiellement un entraînement cet été. Donc, vous pouvez tout simplement inverser votre période de repos. Un autre élément aussi, Laurent, si on met de côté la pratique sportive, il y a un autre élément qui va, dans les jours à venir, devenir assez compliqué à gérer, c'est le confinement. Parce que tu sais, la plupart des athlètes, et j'en sais bien quelque chose, sont quand même assez hyperactifs. On aime bien être dehors, on est plein d'énergie, on déborde d'énergie et on a envie de se dépenser. Donc là, on est quand même face à un vrai problème. Il va falloir en parler. Comment on va gérer cette période de confinement dans des petites surfaces, peut-être à plusieurs, parce que ça va quand même être compliqué.
Alors en effet, pour les sportifs, elle est d'autant plus difficile qu'on a un boom moteur. Donc vous voyez que du jour au lendemain, rester à la maison et ne plus bouger, ce serait très compliqué. Donc moi, ce que je conseille à tous les sportifs qui sont dans cette transition radicale de quasiment passer de tout à rien, en fait, il faut pas passer de tout à rien, mais de tout à beaucoup différemment. Pas rien. Donc pour être très concret, c'est-à-dire que si on fait de l'exercice de façon confinée à l'intérieur de son appartement, si on prend la frontale le soir pour être dans la rue de son quartier où on est donc pas éloigné de chez soi, donc on reste encore dans les règles et on peut utiliser le banc, le trottoir, la route pour faire des exercices de type fractionné, de type fitness, de type Tabata, WOD, HIIT, vous voyez des exercices donc cardio fitness et fitness cardio, peu importe dans quel ordre on le prend, ça permet justement de continuer à entretenir la dynamique motrice dans laquelle on se trouve. Deux, ça nous permet aussi d'entretenir nos qualités le temps que le retour à la normale nous repermette de nous entraîner normalement. Et trois, ça permet aussi largement d'éviter de tourner en rond et comme je le disais avant, la dimension corps en parallèle de l'esprit est très importante. C'est-à-dire que si vous restez chez vous et que vous ne faites plus que travailler votre esprit en réfléchissant, en lisant, en allant sur Facebook, les réseaux sociaux, Internet, et que vous tournez à 2000 à l'heure dans votre tête sans que le corps puisse lui aussi tourner ses jambes de temps en temps à 2000 à l'heure pour pouvoir réguler un équilibre corps-esprit, ça devient très très compliqué, quoi. Donc c'est ce que je conseille, on ne peut pas se passer de mouvement et de sollicitation du corps. Je sais que certains dans notre société y parviennent, hein, ils sont toujours en train de réfléchir, toujours en train de travailler, toujours assis devant un ordinateur, pourquoi pas, ou toujours à éviter le sport pour d'autres, mais là on va être vraiment forcé pour ceux qui ont l'habitude de faire du sport, on va être vraiment forcé à rester dans des conditions de sédentarité assez grandes. Donc sédentarité ne veut pas dire inactivité et ne veut pas dire ne pas faire de sport, quoi. Voilà. Donc je conseille à tous, et comme on peut rester avec les membres de son foyer, on peut même partager cela avec les membres de son foyer, c'est-à-dire que les athlètes qui ont l'habitude de partir pour des 2 heures de course à pied, des sorties trail, des sorties vélo mixées avec de la marche, de la rando et du trail et ainsi de suite, là ils peuvent le partager en famille avec leurs enfants et ainsi de suite et faire des exercices de fitness, la musculation, bien sûr, si vous avez quelques agrès à la maison, c'est toujours possible. Après on peut faire avec poids de corps également, une musculation poids de corps. Vous avez toujours le vélo d'appartement de temps en temps pour ceux qui en ont, le circuit training, vous pouvez les faire avec des enchaînements vélo d'appartement, tapis de course et après enchaîner avec des exercices poids de corps où vous pouvez prendre des poids, des bouteilles d'eau dans un sac à dos et ça peut jouer. Vous pouvez sortir le vélo d'appartement tout poussiéreux, d'ores et déjà ça va lui faire du bien. Et après il peut y avoir aussi des rameurs, des vélos elliptiques qui traînent aussi au fond des caves, c'est le moment de le sortir et de retravailler dessus et de faire chauffer la machine en famille, quoi. Voilà. Merci pour toutes ces précisions, Laurent. En effet, je vais me reposer en ce qui concerne la course à pied, mais ça va être un repos relatif puisque je vais faire de la gymnastique, tout ce qui est musculation, poids du corps, gainage, étirement, élasticité aussi. Je vais travailler l'assouplissement de mon corps puisque je faisais très peu d'étirement auparavant et là je vais essayer de travailler ça. Le gainage aussi à fond. Donc voilà, j'ai quand même un programme qui est défini et je vais profiter de cette période-là pour travailler sur mes faiblesses et me concentrer sur ça.
Si on oublie un peu l'aspect sportif du confinement, il y a un autre élément, c'est l'aspect psychologique. Et tu sais, moi, ça me fait penser à un livre que j'ai lu il y a très longtemps. Je me souviens plus du titre. J'essaierai de le retrouver d'ailleurs si ça peut intéresser certains. C'est un livre qui avait été écrit par Nelson Mandela. Et donc, il expliquait, il s'y connaît en confinement puisqu'il est resté des années, plus de 20 ans emprisonné. Toute proportion gardée, évidemment, avec ce qu'on vit. Mais ça nous permet aussi de relativiser par rapport à l'étape qu'on doit traverser. Eh bien, lui, s'il a réussi à survivre à ces nombreuses dizaines d'années d'emprisonnement, déjà, il expliquait que premièrement, il vivait vraiment au jour le jour, c'est-à-dire que il ne pensait pas à une semaine, même il ne pensait pas à un mois, c'était vraiment journée après journée. Et comme ça, ça lui permettait de ne pas se projeter dans l'avenir et vraiment se concentrer sur le moment présent. Ça, c'était très important, sa capacité à se concentrer sur le moment présent pour vraiment être dans le lâcher prise. Et ensuite, il avait organisé quasiment au millimètre ses journées, c'est-à-dire que, il se levait à une certaine heure, il mangeait à une certaine heure, il faisait sa gymnastique à une certaine heure, il rangeait sa cellule à une certaine heure. Enfin voilà, il avait organisé vraiment de manière très disciplinée toutes ces tâches, ce qui lui permettait en fait tout simplement de pas sombrer. Et cette routine aussi, c'était peut-être quelque chose de rassurant. Voilà, je pense que c'est intéressant de s'inspirer aussi peut-être de ces vécus-là. Oui, c'est sûr que les enseignements d'un Nelson Mandela sont toujours on ne peut plus utiles, on ne peut plus inspirants et on ne peut plus vitalisants pour l'esprit. Moi, je vous dirais simplement que, en effet, revenir à l'essentiel, c'est aussi refaire des choses simples. Et puis, la routine aide aussi beaucoup à se discipliner, parce que de la routine, on va rentrer dans une discipline, et de cette discipline là, on va pouvoir transformer ce qu'on avait tendance à avoir du mal à faire régulièrement et sur le long terme. On va pouvoir se servir de cette régularité, de ce long terme, de cette pratique régulière sur le long terme pour progresser et se dépasser et enfin se révéler à soi-même, quoi. Donc ça, c'est ce que j'aime dans le sport, dans la pratique du sport, notamment la course à pied. C'est un travail d'une quarantaine d'années sur lequel on peut progresser pendant 40 ans, quel que soit l'âge auquel on commence l'activité. Même si on commence à 40 ans, on peut progresser jusqu'à 80 ans en course à pied. Alors c'est sûr, pas en valeur absolue, mais en valeur relative, on peut progresser en changeant de discipline, en changeant de voie. On peut encore toujours trouver des moyens de progresser. Et au final, Nelson Mandela, ce qu'il nous apprend tout simplement, c'est que quand on est obligé de vivre au jour le jour, tant qu'à faire, il faut aussi agir au geste après geste. C'est ce que font notamment en psychologie du sport tous ceux qui travaillent avec les tennisman ou les athlètes comme le biathlon ou les sports techniques et artistiques, avec le stress et les difficultés gestuelles, techniques que doivent répéter au plus haut niveau et sans erreur les athlètes de haut niveau. En fait, c'est toujours les mêmes considérations à prendre. C'est geste après geste, point après point, service après service, et laisser après la fluidité du jeu prendre le dessus à partir de cette routine de base, quoi. Mais ça demande des années et des années d'entraînement pour à la fois développer une régularité du geste et d'une précision parfaite, et de l'autre côté un mental qui n'arrive pas à chaque fois à nous rattraper au point de couper cette routine et de casser cette routine. Donc oui, en effet, prendre le temps de se coucher tôt, pour pouvoir se lever tôt, pour pouvoir donc dès le matin se lancer dans une première activité, après enchaîner avec pourquoi pas un peu de pratique sportive, après aller manger, se faire tant qu'à faire bien à manger. Cette fois-ci on aura un peu plus le temps de cuisiner, un peu plus le temps d'aller chercher sur internet pourquoi pas les bonnes recettes, avec pourquoi pas les bons ingrédients qu'on prendra le temps d'aller acheter une prochaine fois, avec une bonne liste de courses cette fois-ci qu'on aura le temps de se faire, parce que à chaque fois on y va à l'arrache et on prend les premiers prix de tête de gondole
gondoles qui nous sont proposées et qui sont de loin pas de la nourriture vivante, plutôt de la nourriture calorique micronutritionnelle. Donc voilà, de proche en proche, vous voyez, on a moyen de faire les choses bien. À partir de manger, on prend le temps de faire la vaisselle. À partir de là, la digestion arrive, on prend même le temps de faire une petite sieste. Et en se levant après notre sieste, on va avoir comme par hasard l'esprit vif, alerte. On va être prêt, pourquoi pas, à prendre un petit livre. On avait peur de l'ouvrir, même s'il fait que 110 pages, parce qu'on avait peur de pas pouvoir le terminer. Cette fois-ci, pourquoi pas, on va l'ouvrir en se disant que page après page, avec cette routine-là, pourquoi pas, on aura cette fois-ci le temps de le terminer. Et fort d'avoir lu ce petit livre en 3 jours, on aura envie d'en ouvrir d'autres et d'en commander d'autres ou d'aller en chercher d'autres sur Internet. Et voilà, les journées se passent bien. On peut refaire une sollicitation sportive le soir parce qu'on peut faire 2 fois 1 heure de fitness sans problème et de cardio sans problème par jour. Il y a aucune limite à cela, en dehors des courbatures qui vont nous le rappeler les jours suivants, mais rien de grave en la matière. Et la journée passera agréablement vite et bien, quoi. Très intéressant ces conseils. C'est vrai qu'on peut aussi profiter de ce moment pour s'intéresser à la nutrition. On a le temps de lire des livres. On va pouvoir aussi consommer des produits frais. En ce moment, on parle beaucoup du riz, des pâtes. Les gens sont un peu omnibulés par les produits qui sont en longue conservation. Mais finalement, on arrive à trouver assez facilement des produits frais, alors que ce soit des légumes, du fromage frais ou même de la viande si vous en consommez. Donc du coup, profitez de cet instant pour vous cuisiner des bons petits plats. Ce sera quand même beaucoup plus intéressant pour vous. Laissez vos voisins se nourrir de boîtes de conserve de thon et de pâtes sauce tomate en briques. Intéressez-vous à la nutrition si ce n'est pas un sujet qui vous intéressait auparavant. Sinon, Laurent, je te propose qu'on fasse un voyage dans le temps. On va aller dans le futur et on a le droit de courir. Les choses sont rentrées dans l'ordre. Il y a quand même une question qui va se poser, c'est la perte de niveau. Je vais aller courir 1 heure. Je me rends compte que déjà au bout de 20 minutes, je suis en asphyxie totale, que j'ai du mal à courir. Et du coup, ça peut quand même être un facteur de démotivation, de se dire « Oh là là, j'étais tellement fort pendant ma prépa marathon et maintenant, je suis revenu à 0. » Ça peut être quand même très très dur à gérer psychologiquement. Donc du coup, toi, quel conseil tu peux nous donner pour bien gérer sa reprise ? Alors oui, en effet, c'est vrai qu'après une période comme ça de confinement, même si on aménage parfaitement notre quotidien en y intégrant beaucoup d'exercices, beaucoup de travail musculaire, fitness, cardiaque, cardio, on va dire pour de vélo d'appart, de rameur, de tout ce qu'on veut, même si on aménage parfaitement notre quotidien en y insérant énormément d'exercices, notamment pour retravailler les fondamentaux, les bases, la corde à sauter, et ainsi de suite. C'est très constructif. Il est clair que quand on va revenir à la normale, quand on va revenir à notre activité de course traditionnelle, il est clair qu'on va avoir à nouveau régressé quelque peu, quoi. Donc il faut dès le départ tout simplement en être conscient, dès le départ accepter que cela va arriver, et à partir de là, comme par hasard, ça va vite revenir. Parce qu'on va ne pas déprimer face à ce triste constat. 2, tout simplement parce que si on a bien travaillé pendant tout ce temps de pause, ça va revenir d'autant plus vite et plus fort, quoi. Donc en admettant que l'on n'ait pas assez travaillé pendant cette pause-là, juste être conscient que on va repartir en ayant reculé de quelques cases, quelques pas, l'accepter à l'avance, le prévoir à l'avance, est déjà une bonne façon de remédier à toutes les déceptions qui pourraient nous amener à des actes de frustration qui couperaient court à un retour à l'activité. Donc ne paniquons pas, acceptons de reprendre les choses en ayant reculé de quelques pas. Peut-être qu'on aura gagné sur d'autres sphères, un peu plus en muscu, un peu plus en gainage, un peu plus en renforcement cardio, fitness, qu'on avait perdu aussi avant. Et pour ce qui est la partie course pure, le travail d'entraînement fractionné pur, laissons le temps, en général c'est 3 semaines, laissons 3 semaines à notre corps pour que les sensations de coureur reviennent alors qu'on les avait perdues d'avoir levé le pied pendant cette période de confinement.
Ok, donc on panique pas. Et d'ailleurs, pour toutes celles et ceux qui s'intéressent au repos et aux conséquences du désentraînement sur ses performances, je vous invite fortement à écouter ou à réécouter l'épisode 15 de la saison 1, le repos, 5 choses à savoir pour l'optimiser, où là on traite justement la perdition de niveau en fonction des semaines, comment on peut faire aussi pour revenir après un long arrêt. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller réécouter cet épisode-là, ça peut beaucoup vous aider. Autre chose, Laurent, tu sais, on peut aussi pour se motiver, se programmer une compétition, se programmer une échéance. Est-ce que tu penses que ça peut être un bon moyen de se donner la motivation de reprendre l'entraînement ? Alors moi je suis pas pro objectifs qui sont un peu de la consommation d'objectifs pour se relancer. Je pense que la motivation on doit la trouver de façon plus intrinsèque que extrinsèque, c'est-à-dire se fixer un objectif, c'est une façon extrinsèque de se motiver comme vouloir des résultats, attendre des résultats ou autre. Moi je pense que juste la motivation de pouvoir recourir, de retrouver son niveau devrait être suffisante. Alors après oui, s'il y en a qui ont besoin d'un objectif et de remettre un dossard rapidement pour retrouver la motivation, qu'ils le fassent. Mais clairement, je pense que tous là, nous avons déjà nos objectifs de retour post-confinement du virus qui sont déjà prévus. On ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir, mais si on revient en juillet, moi j'ai déjà des courses en juillet qui sont prévues. Si on revient en août, j'ai déjà des courses en août qui sont prévues. Si on revient en octobre, j'ai déjà des courses en octobre qui sont prévues. Donc tu vois, mes objectifs sont déjà tous calés au final, quoi. Ok, je vois que tu manques pas d'objectifs et que tu avais bien programmé ta saison en début d'année. Dis-moi Laurent, si on veut synthétiser notre échange et résumer les éléments importants à retenir de cet épisode, est-ce que tu peux nous révéler les points importants à retenir ? Je dirais simplement que premièrement, c'est d'accepter la situation dans laquelle on est. Pour cela, il faut encore attendre les dernières mises en confinement là qui nous pendonnaient, qui vont nous permettre enfin de rentrer en période d'acceptation parce qu'on aura enfin tous les éléments pour jauger du temps qu'il nous faudra occuper, prévoir en attendant que les choses reviennent à la normale. Deuxièmement, bien rentrer dans une discipline au quotidien dans notre période de confinement qui alternera des activités de l'ordre de l'esprit autant que de l'ordre du physique pour pouvoir garder un bon équilibre et même développer pourquoi pas certaines compétences qu'on a tendance à ne pas conserver pendant la vie normale à 200 à l'heure qu'on a tendance à vivre au quotidien. Troisièmement, prendre le temps de revenir aussi à l'essentiel, c'est-à-dire oublier l'urgent, oublier l'important, oublier le nécessaire et revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est de se retrouver un peu sur ce que l'on aime, sur quelles sont nos passions, quels sont nos secteurs d'activité favoris pour lesquels on n'a pas tendance à passer assez de temps le reste de l'année parce qu'on est à 200% au quotidien. Et en dernier lieu, réorganiser un retour à la normale quand les choses seront possibles, en acceptant d'avoir perdu sur le plan qualité coureur, qualité course, et se donner le temps de 3 semaines, 1 mois pour revenir à un niveau qu'on aura quelque peu perdu pendant ce temps de confinement. Merci infiniment Laurent de nous avoir donné tes éclairages de psychologue sur toutes ces questions-là. On retrouvera bien sûr Fred qui nous manque énormément, on prendra ses nouvelles assez régulièrement dès le prochain épisode. Surtout, n'hésitez pas à partager cet épisode avec des coureurs qui sont en confinement et surtout, vous avez le temps, laissez-nous une évaluation sur iTunes. Ça faisait longtemps que je vous avais pas embêté avec ça, mais là vous avez plus d'excuses. Donc toutes celles et ceux qui nous écoutent avec un iPhone ou avec un iPad par exemple, n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, nous laisser une petite évaluation avec un mot. Ça nous fait hyper plaisir et ça nous aide beaucoup à nous développer. Merci beaucoup Laurent encore et puis je te dis à très bientôt. Merci à toi Guillaume et à tous les auditeurs. Salut.